Mon général, mesdames, messieurs les officiers généraux, mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour cette conférence sur le climat, alors qu'elle a été très bien introduite, donc je ne vais pas revenir sur le contenu. Je voulais juste faire ce petit mot introductif pour vous mettre dans le bon mindset pour cette table ronde. Cette conférence elle a été organisée par le comité environnement-climat de l'école de guerre, car oui, il y a un comité environnement-climat à l'école de guerre, et ce n'est pas simplement un rassemblement de hippies en uniforme. Le but de cette conférence, c'est d'aller traiter d'autres sujets que ceux que vous entendez tous les jours dans les journaux. Donc les deux messages que je vais vous faire passer avant de laisser la parole à M. Bastien Alex qui va animer cette table ronde, c'est un pas de côté, penser long terme, donc s'extraire du court terme. S'extraire du court terme parce qu'on parle beaucoup d'Ukraine et d'Europe de l'Est et de guerre de haute intensité, et que malgré tout, le climat ne va pas s'arrêter de changer pendant la guerre en Ukraine. S'extraire du court terme et penser long terme parce que cet élément-là, les facteurs environnementaux, va nous engager sur de très longues décennies. Je cède donc respectueusement la parole à tout ce beau panel. On a quand même la chance de recevoir un ancien séma néerlandais. Bonne conférence, et j'espère que vous aurez autant de questions que de réponses à vos questions à l'issue de cette conférence. Merci. Merci, Président. Bienvenue à tous en cette matinée au PDSF pour aborder le sujet donc, des facteurs environnementaux, freins ou catalyseurs de conflit. Voilà, merci. Nous avons la slide. Table ronde assez ambitieuse, puisque nous espérons pouvoir un peu aborder ces sujets au-delà de, comme le disait le Président, ce que nous pouvons trouver dans la presse habituellement. L'idée, c'est de s'interroger sur à la fois la partie climat et environnement comme pourvoyeur de conflits, mais aussi dans le sens frein, c'est-à-dire catalyseur d'une prise de conscience de l'impossibilité de la guerre dans un monde qui va effectivement changer, qui change déjà. Je remercie tout d'abord quand même l'Acadème pour l'organisation de cet événement, le comité climat et environnement de l'école de guerre pour nous avoir proposé, en tout cas à moi, d'animer cette table ronde et avoir préparé avec soin l'ensemble des questions que nous partagerons ce matin. Et je remercie aussi mes collègues de l'état-major des armées, les deux tuteurs, Louis Fidel et Sarah Mercier-Tigrine aussi, pour leur contribution. Juste un petit mot de présentation personnelle. Donc, je suis Bastien Alex, je suis le conseiller climat du major général des armées, poste qui a été créé en 2022 au moment de l'adoption de la stratégie de défense et climat du ministère des Armées. Simplement, notre job à mon équipe et à moi, c'est de mettre en œuvre cette stratégie qui est placée, vous le savez, sous l'autorité, sous la responsabilité du MGA, le général d'armée Vincent Giraud, que je salue, et qui vise à nous préparer aux défis opérationnels, capacitaires que pose le changement climatique à nos armées. Et évidemment à nos alliés aussi. Donc plusieurs questions à balayer aujourd'hui dans, je le disais, une table ronde assez ambitieuse qu'on va essayer de construire en 3 temps. Un premier temps autour de l'articulation entre guerre et environnement, donc la place des changements climatiques, des dégradations environnementales dans la réflexion sur l'insécurité, mais aussi sur la recomposition des rapports de force internationaux, le lien aussi en tout cas les atteintes à l'environnement qui sont le produit de la guerre. Nous discuterons une notion aussi qui nous a été proposée par le philosophe Pierre Charbonnier, qui malheureusement n'était pas disponible aussi pour intervenir, ça aurait été intéressant de l'écouter là-dessus, cette notion d'écologie de guerre, donc qu'il a développé dans un article d'abord à l'issue du lancement du conflit russo-ukrainien, mais aussi dans un livre en 2024. Ensuite, nous évoquerons aussi la manière dont ces problématiques et ces questions peuvent traverser la société et les tensions qu'elles peuvent créer, notamment dans l'acceptation de la guerre, dans une période trouble sur le plan environnemental où on se questionne sur l'habitabilité de la Terre. Mais aussi ne pas oublier peut-être parfois aussi les garanties que peuvent apporter la possibilité de la guerre. Donc des questions complexes. Enfin, dans un troisième temps, nous essaierons de prendre du recul, de valoriser aussi ce que nous faisons déjà pour intégrer ces enjeux, mais aussi de réfléchir sur ce que l'on pourrait faire pour pousser la réflexion et la préparation plus loin, pour adapter l'outil militaire aux exigences futures d'un monde peut-être post-pétrole, et avec évidemment un climat qui aura changé et un environnement qui ne sera toujours pas rétabli. Donc vous l'avez compris, nous allons nous poser des questions complexes qui challengent les approches actuelles. Nous allons nous interroger sur les problématiques de long terme. Je pense toujours, quand j'utilise ces mots, à ceux du général d'armée Pierre de Villiers,
que j'avais eu la chance d'écouter dans une conférence où il partageait chose peu commune, la tribune avec José Bové. Je crois que c'était au Sénat peut-être en 2016 ou 2016, et il disait effectivement que les militaires partageaient avec les écologistes la préoccupation du temps long. Je pense que c'est quelque chose sur lequel on pourra s'accorder ici, même si peut-être le terme écologiste est un peu plus difficile à définir que le terme militaire. J'ai déjà trop parlé, je vous présente avant que nous rentrions dans les échanges notre panel de grande qualité. Par ordre alphabétique, donc Mathieu Ozano, qui dirige le Shift Project depuis 2016. Merci de votre présence. Vous avez rejoint l'équipe du think tank aux affaires publiques et à la prospective après plus de 10 ans de journalisme. Vous avez ce blog qui continue, je crois, Oil Mine Chronique de la fin du pétrole, hébergé par Le Monde. Et vous êtes notamment l'auteur de ce livre phare, que on vous avait d'ailleurs invité à l'IRIS pour en parler, Or Noir, la grande histoire du pétrole, que je vous recommande, qui est toujours d'actualité, publié il y a 10 ans maintenant, et qui avait reçu le prix spécial de l'Association des économistes de l'énergie en 2016. Cher Tom, mon général, Tom Middendorp, donc vous avez servi en tant que chef d'état-major des armées des Pays-Bas de 2012 à 2017. Depuis 2019, vous êtes le chairman de l'International Military Council on Climate and Security. C'est un réseau donc international composé de militaires et de civils qui cherchent à produire de la réflexion stratégique sur ces questions, sur l'anticipation, sur l'analyse des enjeux liés au changement climatique pour la défense. Et vous êtes, comme cela a été précisé juste précédemment, l'auteur de ce livre, Le Général Climat, qui a donc été traduit en français tout récemment et dont je vous recommande également la lecture. Chère Angélique, bonjour. Donc, vous travaillez sur la géopolitique des transitions énergétiques européennes et du changement climatique. Vous êtes docteur en géographie de l'Université Paris Panthéon-Sorbonne. Vous avez effectué votre postdoc à l'IFPEN, donc l'Institut français du pétrole et énergie nouvelle, et vous avez travaillé ici en tant que chercheur à l'IRSEM de 2017 à 2023 sur ces problématiques, armement, économie de défense et changement climatique. Vous travaillez aujourd'hui sur la gestion des crises environnementales, la sécurité climatique et les politiques de transition énergétique. Et vous êtes expert civil de la France à l'OTAN et vous enseignez à l'université, à Sciences Po, ainsi qu'à l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Enfin, le commissaire général Frédéric Tussé-en-Retz, mon général, bonjour. Vous êtes diplômé en droit et contrôle de gestion. Vous avez démarré votre carrière en tant que commissaire-lieutenant à la direction du commissariat de l'armée de terre à Marseille. Vous avez été projeté, entre autres, en ex-Yougoslavie en 1999 au sein de l'ASFOR, au Liban au sein de la FINUL en 2001, puis au Kosovo en 2002 au sein de la CAFOR. Vous avez, entre autres, servi à Djibouti au sein de la Légion étrangère. En 2011, vous avez été affecté comme conseiller juridique donc au sein du quartier général du commandement suprême allié pour la transformation à Norfolk. Et depuis 2023, c'est votre poste actuel. Vous êtes donc officier général anticipation et synthèse au sein de l'état-major de l'armée de terre. Encore merci d'avoir tous répondu à notre invitation. Juste une petite précision, j'espère que la traduction, is the translation is okay, Tom? Donc le général Middendorp n'étant pas francophone, il va s'exprimer en anglais. Il aura la traduction de nos échanges dans son oreillette. Et donc lui s'exprimer en anglais, je sais que c'est une langue que nous avons tous, nous Français, l'habitude de maltraiter quand nous la parlons, mais généralement nous la comprenons. Donc je pense que ça ne posera pas de problème pour suivre les interventions du général. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, après je m'en excuse cette longue introduction, je voulais que nous abordions d'abord les questions de guerre, de climat et d'environnement sous l'angle des risques et des opportunités. Je crois que ça a été mentionné aussi dans l'introduction tout à l'heure. Les changements climatiques et environnementaux sont aujourd'hui considérés comme un catalyseur de chaos. Je reprends l'expression du chef d'état-major des armées, le général d'armée Thierry Burkhardt. Je voulais me tourner vers vous, général Tom Middendorp, pour savoir, selon vous, quel paysage sécuritaire doit-on envisager face aux dégradations de l'environnement et du climat à long terme? Comment est-ce que vous voyez cette évolution du paysage sécuritaire d'ici 2050 en lien avec ces changements climatiques et ces dégradations de l'environnement, peut-être en termes de création de nouvelles insécurités, de renforcement de dynamiques conflictuelles existantes et peut-être aussi de création de nouveaux espaces de compétition?
Well, thank you, Bastien, and great to see you again. We've been partners in crime for a long time. My apologies for speaking English. My French language, you don't want to hear that. I've been involved in more than 20 crisis areas around the world as an operational commander, as a director of operations, and as a chief of defense. And I increasingly recognized the game-changing effect of climate change. It really drives insecurity around the world. And it drives insecurity on different levels. If we start at the global level, I think we need to see climate change in the context of a few other big trends. We have an increasing world population that's almost doubling in size during this century, which means a doubling demand for water, for food, for resources. A second big trend is increasing resource scarcity, which means that there is a growing gap between demand and supply that we need to bridge. And the less we succeed in bridging that gap, the more friction and conflict we will see. So the future might bring a lot of resource-driven conflicts. The third big trend is climate change. And climate change kind of aggravates the problem because climate change reduces the livable space in the world, the arable space in the world, and affects our ability to produce sufficient food and water to sustain this growing world population. And the fourth big trend, of course, which we witness now every day, is the geopolitical fragmentation, with power blocks competing with each other. So what we are facing is a new era with increasing strategic competition. And that means that for us, and I would like to compliment you for being in this room, for us it's very, very important not just to look at the current conflicts at Ukraine, which is dominating all attention, but to look beyond that and be prepared for what the future brings to us. And climate change is one of the drivers of that future. It will be an era with increasing strategic competition and more resource-driven conflicts. And an example of that is the Arctic area. The Arctic area is melting away. It's opening up a completely new arena for a run on resources, but also a new arena militarily seen. The Russia is now shifting its forces to the north, its nuclear forces as well, and they can access both oceans in the future from the north directly. And that's a big geopolitical game changer from a military perspective, all caused by a changing climate. A second level is more the regional level. And what we see on the regional level is that climate change is a threat multiplier. It really accelerates many of the existing threats, and it may in the future even be a root cause of regional conflicts. Increasing droughts affect food security in many areas in the world, especially in the fragile regions in the world, and affect the perspective of life of millions of people. Youngsters are fleeing away from the inlands towards the cities. The cities in countries like in Africa are booming. There's a large-scale urbanization going on. And there they seek for work, but they cannot find work. So this becomes kind of a time bomb. They have become desperate. There's a lot of tensity building up. And they become susceptible for organized crime, for extremist organizations, etc. And it's also a driver for migration flows and regional instability. So I think what we will be facing is increasing a belt of increasing instability around Europe that will affect our security as well. So also from a regional perspective, this is becoming increasingly important. And then, of course, there is the local and more national level, and here we feel the direct effects of a changing climate. I'm from the Netherlands. Our oldest enemy is the sea. It's an existential issue for us. And you can imagine that several meters of sea level rise is an enormous issue for my country. But we are all facing the similar kinds of problem. Also here in France, increasing droughts in the inlands, sometimes people even being cut off of water supply. So even here in Europe, and we have a more moderate climate, even here we feel the impacts of a changing climate. And especially severe weather events can harm our vital infrastructure, can harm our airfields.
So we need also from a protection perspective, we need to be more aware of the influences of a changing climate. And we will also be confronted with more call upon the military to support civil authorities in dealing with disasters, in dealing with humanitarian relief. So also indirectly, that will drive the future of defense, whether we like it or not. So many different levels of influence. And I think as a result, to sum up, I think we need to integrate climate change into our strategic planning, but also into our intelligence. We need to mainstream it. Climate change is not a separate topic. It's part of the whole security arena that we are facing. And I think we will see a shift towards more resource-driven conflicts. Thank you. Merci Tom pour cette réponse assez complète. Donc nous préparer à plus d'insécurité, donc potentiellement plus de guerre, sachant que la guerre a aussi une empreinte environnementale. Je me tourne vers vous, Angélique. Quelles sont finalement les conséquences de la guerre sur l'environnement? Est-ce qu'elles sont durables aussi dans leur pollution? Et quelle part elles ont dans la dégradation globale de l'environnement, puisque on le sait tous, c'est souvent quelque chose qui est pointé du doigt, en tout cas l'empreinte environnementale de la guerre. Est-ce que c'est quantité négligeable à l'échelle des pollutions ou autres? Comment voyez-vous cette question? Merci pour la question. Alors, c'est un sujet qui se regarde d'abord à l'échelle locale, au sens où, et on le voit notamment avec l'Ukraine, les effets directs des conflits vont se jauger avant de se regarder à une échelle internationale en termes d'émissions de gaz à effet de serre, principalement en termes d'impact sur le terrain, sur la biodiversité, sur les milieux. Ça se voit notamment dans le cas du conflit ukrainien, où on a des effets très directs sur les questions de ressources en eau. Par exemple, vous prenez l'ennoyage d'une certaine partie des mines ukrainiennes qui a des effets à très court et très long terme sur les nappes phréatiques de l'Ukraine, et donc on obère à long terme la capacité de l'Ukraine à s'approvisionner en eau potable. Ça va jusqu'à l'incident nucléaire qui est je dirais le point culminant de la dégradation environnementale locale dans un conflit, avec la centrale de Zaporijjia dont vous avez probablement tous et toutes entendu parler. Donc il y a cette dimension très locale à court et à très long terme. On retrouve encore en France, et on l'a bien vu dans les derniers jours avec les questions de la bombe de la Seconde Guerre mondiale qu'on a trouvée sous la gare du Nord. On retrouve encore des vestiges de munitions qui ont des effets sur les sols et sur les nappes phréatiques. La question se pose aussi à une échelle plus globale sur les questions d'émissions de gaz à effet de serre. Là, c'est plus difficile à calculer, même si je sais qu'il y a un certain nombre et Mathieu, tu voudras peut-être en dire un mot, il y a un certain nombre de travaux qui essaient d'évaluer les effets en termes d'émissions de gaz à effet de serre des conflits. Mais je dirais que l'effet direct et l'effet de long terme du conflit, il se voit principalement à des échelles de biodiversité et à des échelles plus locales, voire régionales, dans la dégradation des milieux. Voilà. Merci. Juste une précision, n'hésitez pas les uns et les autres si vous voulez compléter, intervenir aussi. Je vais distribuer la parole, mais sentez-vous libre aussi d'intervenir si vous voulez proposer quelques compléments. Donc effectivement, on le voit, on a cette difficulté à concilier, on va dire, ces deux agendas, les impératifs de sécurité et de préservation de l'environnement, qui n'est rien d'autre que l'habitabilité de la Terre. C'est nous que nous protégeons à travers la protection de l'environnement. La Terre ne réagit pas à ces dégradations, c'est simplement nous qui dégradons notre planète et sa capacité à nous accueillir dans les meilleures conditions. Donc il nous faut essayer de concilier un petit peu ces deux objectifs. C'est un petit peu ce qu'a essayé de proposer aussi dans son ouvrage et dans son approche Pierre Charbonnier à travers l'écologie de guerre, où il propose en fait cette grille de lecture qui, notamment avec l'exemple du conflit russo-ukrainien, propose donc de conduire la guerre par les moyens de l'écologie. C'est un petit peu comme ça qu'il l'a défini. En tout cas, ce qu'il disait, c'est que les décisions de réduction, en tout cas des importations d'hydrocarbures depuis la Russie, ont conduit à des politiques de sobriété plutôt bénéfiques pour le climat et qui ont en même temps pu rentrer dans une logique de guerre ou d'effort de guerre, et que cette notion donc était maintenant un peu structurante. Je me tourne vers Mathieu Ozano.
Est-ce que, selon vous, donc, ce facteur environnemental est indispensable pour penser les sécuritaires et comment est-ce que la contribution de Pierre Charbonnier permet d'éclairer ce débat ? Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous faire l'honneur à moi et au Shift Project de venir présenter un peu notre point de vue ici. On a retrouvé beaucoup de choses qui rejoignent notre discours dans ce que Pierre Charbonnier a développé. Alors, cette convergence rapide des thématiques de souveraineté et de décarbonation, pour nous, c'est quelque chose qu'on met en avant au Shift depuis que le Shift existe, depuis qu'il a été créé par Jean Covici en 2010. Pour une raison assez triviale, qui tient au facteur de la puissance. Dans un régime géostratégique où la puissance est fondée de bout en bout sur l'accès aux énergies abondantes et pas chères, qu'on appelle les énergies fossiles, en premier chef pétrole et dans une seconde mesure le gaz naturel, dont on sait à quel point ils sont indispensables, en particulier le pétrole, à l'exercice de la puissance militaire, la position de l'Europe est fondamentalement une position vulnérable. Et aujourd'hui, si on se retrouve en tenaille entre M. Poutine, M. Trump, et sous une influence forte aussi de la grande source de puissance qui est celle du Golfe arabo-persique à travers les régimes en place là-bas, c'est parce que l'Europe a perdu depuis longtemps le contrôle de ses sources lui permettant d'effectuer sa puissance, que cette puissance soit politique, économique ou militaire. Et au Shift, on pense depuis fort longtemps que le climat est un facteur de chaos dont il faut se prémunir. Donc c'est une première raison suffisante pour être très sérieux avec les objectifs de décarbonation, y compris pour les forces armées. Mais nous estimons qu'il y a une seconde excellente raison cumulative qui tient au fait que les Européens ne maîtrisent pas les sources d'énergie qui leur permettent d'effectuer leur puissance. Et ça, nous, on le lit dans le déclin de la mer du Nord. La mer du Nord, Groningen en particulier, je le prononce très mal en général, mais le tarissement, qui est un phénomène écologique, le tarissement de la mer du Nord est pour nous le facteur essentiel et ce qu'on n'a pas voulu voir, qui nous a mis dans la main de Poutine. En fait, on s'y est mis directement. Je vous donne un exemple. Donc, la mer du Nord, les ressources de pétrole et de gaz de la mer du Nord ont été développées. C'est les premières sources de pétrole compliquées à aller chercher, qu'on a pu développer grâce au premier choc pétrolier. Cette production est passée par un maximum en 2000 pour l'huile, pour le pétrole, et en 2004 pour le gaz naturel, comme l'avaient prédit correctement les pétrogéologues. 10 ans après l'amorce du déclin du gaz naturel, 2004, en 2014, la Crimée, on avait d'autres facteurs qui précédemment pouvaient nous réveiller sur le pacte faustien que toute l'industrie européenne, qui aujourd'hui est en récession à cause du prix de l'énergie, avait passé à M. Poutine. Mais je voulais juste vous donner cet élément, cet ordre de grandeur. Entre la Crimée et les prémices de l'invasion de l'Ukraine, la consommation de gaz naturel de l'Union européenne a augmenté de 20%. Donc, on est au niveau du b.a.-ba d'un cours d'économie. Votre production domestique ou locale en mer du Nord est vouée à se tarir. Votre consommation domestique, vous faites le pari qu'elle va augmenter pour pallier la sortie du charbon, pour pallier, dans certains pays, en particulier l'Allemagne, la sortie du nucléaire, et pour traiter l'intermittence du soleil et du vent. Bon. Production domestique vouée à décliner, consommation domestique vouée à augmenter, 20% entre la Crimée et l'Ukraine, entre 2014 et 2021. Le gap entre les deux était nécessairement comblé par Gazprom. À quel moment on s'est dit que ça allait bien se passer? Voilà. Et aujourd'hui, la figure 1 du rapport Draghi, c'est l'écart de compétitivité sur les prix de l'énergie dû au coût du LNG qu'il faut importer maintenant du Qatar et des États-Unis. Voilà, on n'est pas maître de notre destin. Et le problème qu'on pose au Shift, donc ça c'est le diagnostic, le problème qu'on pose au Shift côté thérapie, c'est si on se dit que ce soit pour le climat ou pour récupérer une souveraineté énergétique, donc économique, donc politique, donc militaire pour l'Europe, il faut compter sur nos propres sources d'énergie, fondamentalement. Ces sources d'énergie, je viens de le dire, elles sont essentiellement décarbonées, nucléaire, renouvelable, et puis sources d'énergie issues de la photosynthèse. Ces trois sources principales d'énergie, j'exclus le charbon,
pour des raisons évidentes. Ces 3 sources d'énergie, qui tiennent à la première excellente raison, le climat, ces 3 sources d'énergie ont ceci de commun qu'elles sont, disons, plus compliquées en termes industriels à développer au même niveau de consommation. D'où la conclusion qu'on a au Shift. 1, décarbonation, souveraineté, largement, pour l'Europe, largement, même combat. Et 2, si on agrée cette conclusion, il faut intégrer le fait qu'il n'y a aucune chance pour que l'Europe maintienne son niveau actuel de consommation. Donc s'il nous faut, alors je me risque sur un terrain que je ne maîtrise pas, il nous faut une stratégie du faible. Nous sommes, d'un point de vue de l'accès à l'énergie, fondamentalement dans une position extrêmement faible. Il faut en tirer les pleines conséquences et donc réindustrialiser dans la décarbonation, mais en faisant des choix exclusifs et ciblés. Si je viens sur le biokérosène, on n'arrivera pas à faire suffisamment de biokérosène pour répondre aux besoins d'Airbus et de l'armée. C'est quelque chose qui a été montré par notamment le secrétariat général à la planification écologique. Pardon, j'étais un peu long. Merci Mathieu. Tom, je crois que vous vouliez réagir. Yes, please. No, I fully agree. We need to build self-sufficiency in Europe. We have outsourced our production to China. We have outsourced energy to Russia, Middle East, and now also the US. And we have outsourced security to a large extent to the US. So we have become very vulnerable in that. These dependencies are now becoming vulnerabilities and are now being used against us. So we have to build self-sufficiency in Europe to be future-proof, which means that we need to innovate on what you said, energy self-sufficiency, but also on circularity and using other resources, becoming less dependent upon resources from other countries. If we don't do that, and I think Europe can be leading on circularity, it will also help us to reduce the vulnerabilities and be less vulnerable to future conflicts. Thank you. Merci Tom. En général, je me tourne vers vous. Ces échanges font logiquement apparaître une question complexe. On entend les liens entre souveraineté et décarbonation qui sont faits par Mathieu Ozano. Mais finalement, est-ce qu'on peut obtenir un avantage stratégique face à nos adversaires en déployant la transition écologique ou énergétique dans les armées? Question difficile, je vous l'accorde, mais je sais que... Merci pour cette question ça difficile, nous posera pas de effectivement. problème. À votre service, mon général. Alors oui, évidemment, non seulement on le peut, mais surtout on le doit, face aux enjeux qui sont devant nous, notamment la raréfaction des énergies fossiles et tout ce que ça implique comme conséquence, notamment sur les mobilités. On sait bien que les armées sont des entités qui utilisent énormément d'équipements de transport, soit qu'ils flottent, qu'ils volent ou qu'ils roulent. Tous ces mobiles doivent être mus par une énergie, quelle qu'elle soit, hein, et la tension qui pèse sur les énergies fossiles remet en cause la façon dont nous abordons ces questions capacitaires. C'est le premier volet que je vais aborder rapidement. Alors, dans ce domaine-là, il faut faire de ce risque ou de cette vulnérabilité une force, si possible, en étant les premiers ou les mieux capables d'opérer une transition, une adaptation qui permette demain de pouvoir continuer à opérer avec le maximum de liberté d'action avec les technologies, les énergies du moment. La difficulté étant de choisir le moment, si tant est qu'on puisse le choisir compte tenu de nos compétences technologiques, de choisir le moment où cette transition va s'opérer, en mesurant bien les conséquences qu'elle va avoir, puisque, comme on a pu le dire récemment avant cette intervention, si vous multipliez les technologies et les sources d'énergie, vous compliquez considérablement la manœuvre logistique qui doit accompagner l'action militaire, parce que c'est beaucoup plus facile d'avoir des armées en opération qui fonctionnent avec une seule source d'énergie que d'en avoir 2 ou 3 différentes, avec des technologies différentes, donc des enjeux également de maintien en conditions opérationnelles, de réparation qui se multiplient. Donc plus
on anticipe ces questions-là, plus l'action militaire s'en trouve favorisée. Et dans le champ de la confrontation, évidemment, si vous êtes capable de maîtriser cette transition en opérant cette mutation technologique avant les autres, ou mieux que les autres, eh bien, vous avez un avantage stratégique, voire tactique très concret, évidemment éminent. Donc c'est très important de pouvoir opérer cette transition et de pouvoir même la provoquer par des technologies de rupture qui ne sont pas d'ailleurs nécessairement militaires, hein, puisque dans tout ce qui est mobilité, on a affaire à une question très duale. Le second point, qui est complètement, je dirais, à l'inverse, à l'opposé de la question de la rupture technologique, c'est celui peut-être de la sobriété. C'est-à-dire que les armées doivent peut-être mieux repenser la façon dont elles sont capables de se priver de ces technologies de pointe et de se préserver une capacité d'opérer si d'aventure les moyens technologiques n'étaient plus disponibles. Et je pense en particulier à la vulnérabilité que représente la très haute technologie en matière de perturbations dans le champ électromagnétique ou d'attaques dans l'espace cybernétique. Il est évident que toute cette technologie présente beaucoup de vulnérabilités et que si l'on est capable de continuer à opérer alors qu'on est empêché d'utiliser ces moyens très pointus, on conserve également un avantage militaire. Voilà. Donc c'est ce que moi j'appelle le concept un peu d'archaïsme stratégique, cette capacité à pouvoir revenir sur des moyens d'opération très sobres, des communications peut-être filaires, de la navigation au sextant, pouvoir être capable de commander un tir d'artillerie simplement avec une carte et une règle, des choses que peut-être on oublie dans nos armées très modernes, de plus en plus technologiques, mais qui peuvent s'avérer également un facteur de supériorité. Voilà. Merci. Donc la robustesse comme facteur de résilience. Je me tourne vers vous, Angélique, peut-être aussi sur ce concept d'écologie de guerre. Est-ce qu'il est, au-delà de la question qu'il pose sur les liens entre sobriété, décarbonation et souveraineté, est-ce qu'il est aussi susceptible de changer structurellement les relations et les interdépendances aussi entre les puissances ? Vaste question pour 3 minutes. Vous avez 3 minutes. J'ai 3 minutes, très bien. Peut-être un mot de réaction sur ce que, bien sûr. Si je peux, sur ce que vient de dire le général, qui est particulièrement intéressant parce que dans la confrontation, cette question du train logistique et de l'approvisionnement, elle a été appropriée dans les conflits récents du côté de l'ennemi. C'est-à-dire qu'on voit depuis notamment la guerre en Irak que les trains d'approvisionnement logistique sont de plus en plus attaqués, notamment dans le cadre de conflits asymétriques. Ça s'est aussi vu dans le cas du conflit russo-ukrainien, dans le cas des trains logistiques russes. Et donc cette question de l'approvisionnement et de la sobriété de la consommation par les forces en opération, elle n'est pas seulement théorique, elle commence d'ores et déjà à être pratique. Et c'est particulièrement intéressant d'y penser parce que puisqu'on met sur la table des questions complexes, je crois qu'il faut à peu près 40 ans pour développer un nouveau programme d'armement, et donc sous votre contrôle général. Et donc, il faut se poser la question, sans savoir exactement de quoi seront faits les conflits qui auront lieu dans 40 ans, de la façon dont il va falloir dimensionner aujourd'hui notre appareil militaire. C'est intéressant aussi parce que ça se voit sur les questions de marché, c'est-à-dire que si vous regardez, on se déplace d'un champ et qu'on va dans le champ de l'intelligence artificielle, la dernière intervention chinoise dans le champ de l'intelligence artificielle n'est pas une intervention de la puissance, c'est une intervention de la sobriété. Et elle a fait d'ailleurs beaucoup réagir les marchés. Le modèle d'intelligence artificielle chinois qui a été mis sur le marché récemment n'est pas un modèle qui vient concurrencer les modèles américains au sens où il ferait plus puissant, mais au sens où il fait la même chose en consommant moins. Avec une réaction très forte des marchés internationaux. Et là, c'est effectivement un signal assez intéressant puisqu'on commence à voir que même au niveau des marchés, cette réaction à la sobriété, elle a lieu. Sur cette question des équilibres de puissance en termes écologiques, elle est extrêmement difficile à prédire et elle rejoint un peu la question de savoir est-ce qu'il peut y avoir des guerres du climat ?
C'est une question qu'on se pose depuis les années 90. Il y a un livre assez intéressant de Harald Welzer sur le sujet qui s'appelle « La guerre du climat ». Et qui se pose la question, et les chercheurs se la posent, c'est une des questions qui est largement abordée dans les travaux du GIEC, de est-ce qu'il peut y avoir une équivalence entre changement climatique et conflit ? Et là-dessus, la réponse de la recherche, elle est compliquée, au sens où, en termes de pure logique, la réponse est plutôt non, au sens où le climat est un facteur de modification de l'environnement, mais on n'a pas d'équivalence forte. Si vous avez le changement climatique, si vous avez des dégradations de l'environnement, alors vous avez un conflit, parce qu'entre les deux interviennent une multitude de facteurs qui sont des facteurs liés principalement à la façon dont les sociétés humaines se gouvernent. Et donc, et on en a discuté avec l'Assemblée nationale française, avec la Commission de la Défense, l'intérêt majeur de ces travaux-là, c'est de dire qu'en fait, dans cette logique de conflit, il y a une logique aussi d'intervention gouvernementale, d'intervention humaine, qui vient intervenir entre le rapport entre changement climatique et conflit. Donc on a des travaux qui posent des équivalences sur les effets du changement climatique sur la violence. La violence a un effet local, la violence intracommunautaire, la violence intercommunautaire. En revanche, sur la guerre, le débat est encore ouvert. Il y a des travaux notamment sur les questions syriennes qui sont très intéressants, avec des débats entre scientifiques qui disent un peu, quelque part, si on devait faire un parallèle, c'est un peu comme la question de la religion. Est-ce que parce que vous avez de la religion, vous avez de la guerre? La réponse est non. La question, c'est comment est-ce que vous gérez en tant qu'État, en tant que communauté, ce facteur religieux ou ce facteur climatique dans votre environnement? Et c'est là où ces questions de sobriété et de choix technologiques sont très importantes, parce qu'en fait, c'est là qu'on vient modifier cette question du rapport entre le changement climatique et les conflits. Voilà pour la partie un peu internationale en 3 minutes. Bravo, défi relevé. Cher Mathieu, je vous donne la parole dans un instant. Mon travail difficile de timekeeper m'oblige aussi à lancer la deuxième séquence, mais vous pourrez commencer, en tout cas, la prise de parole de cette deuxième séquence en répondant ou en rebondissant sur les propos d'Angélique. Voilà ce que je vous propose. Donc j'introduis le deuxième sujet, vous pouvez répondre à Angélique et ensuite répondre à la question que je vous pose. Donc évidemment, tout ça nous questionne sur la conciliation entre l'urgence écologique et l'urgence sécuritaire. C'est une problématique qui traverse nos sociétés, bien évidemment, qui pose tout un tas de nouvelles questions, qui se matérialisent par des tensions sur ces notions de guerre et d'écologie au sein de la société. On était un petit peu au niveau stratégique, on descend un petit peu plus bas. Finalement, a-t-on les moyens de se préparer à ou de faire la guerre dans le contexte écologique actuel, et vice-versa, a-t-on les moyens de mener la transition écologique dans le contexte stratégique actuel? La sobriété, oui, jusqu'où? N'y préfère-t-on pas parfois la diversification des approvisionnements à court terme? Donc c'est évidemment aussi un enjeu de long terme. Donc la question que je voulais vous poser, Mathieu, c'est celle des arbitrages. C'est dans des économies de plus en plus contraintes. Les arbitrages au profit de l'environnement sont déjà source de tensions. Quid des arbitrages au profit de la défense dans un environnement de plus en plus dégradé? Et quelle acceptation sociale de la guerre dans un environnement dégradé? Alors je vous laisse répondre à Angélique, et puis j'aimerais que vous répondiez ensuite à ma question, là aussi, en moins de 4 minutes. Je vais répondre en sens inverse. Comme vous voulez. Comprendre, non mais le mobile de l'action. Dans une société censément encore éveillée, capable d'avoir des conversations adultes, je le disais, je ne suis pas sûr qu'il y ait un conflit d'usage sur les ressources de l'épargne pour faire des investissements, climat versus investissement dans les forces armées. C'est clair que c'est aujourd'hui quelque chose qui émerge. C'est un risque d'arbitrer l'un contre l'autre. Je pense qu'une fois qu'on a compris qu'on est dans une situation extrêmement vulnérable, il y a cette stratégie du faible dont je parlais, c'est bâtir une résilience pour nos sociétés et reconquérir une souveraineté. Pour moi, c'est du point de vue de la décarbonation, qui est le sujet qui nous intéresse au Shift, c'est fondamentalement la même chose. Donc il n'y a aucune raison d'arbitrer l'un contre l'autre, et à condition d'avoir les yeux grands ouverts sur à quel point, du point de vue du climat et du point de vue de l'accès au régime, du point de vue de la position de l'Europe dans un régime de puissance fondé sur les énergies fossiles qui font le problème climatique, en fait, on n'a pas de solution de continuité. C'est le même problème. En tout cas, c'est ça qu'on essaie d'argumenter au Shift. Et pour juste compléter d'un mot sur un exemple de à quel point ces deux problématiques sont
sont enchevêtrés. Je voulais revenir peut-être sur la Syrie. Effectivement, en Syrie, on voit une espèce de tempête parfaite entre des facteurs liés au réchauffement climatique qui ont poussé des populations agrestes à se concentrer, à migrer dans des faubourgs de villes qui sont aujourd'hui rasés. Ça, c'est le climat. Avec une contrainte, c'est qu'il fallait pomper l'eau et que le pétrole devenait cher. C'est intéressant. La Syrie a été un producteur pétrolier important. Sa production est entrée en déclin pour des raisons à nouveau physiques. C'est la même histoire que pour la mer du Nord, 10 ans avant la guerre civile. Et on voit le welfare state, si j'ose dire, à la Bachar el-Assad, calé, être incapable de financer les subventions sur la bouffe et sur les essences parce que la manne pétrolière se tarit. Voilà. J'élargis cet exemple en prenant l'exemple des États-Unis. Le surinvestissement, les facteurs de la guerre, le surinvestissement militaire américain à partir des années 80, à travers la guerre Iran-Irak, autour du Golfe arabo-persique, pour moi, son facteur essentiel, c'est le déclin de la production conventionnelle de pétrole. Il faut savoir que 3 ans avant le choc pétrolier de 1973, et il y a un lien, la production du Texas, de l'Oklahoma, etc., de conventionnel aux États-Unis entre en déclin. Et je pense qu'on ne comprend rien à l'Iran Gate, on ne comprend rien à la stratégie de dual containment Irak versus Iran, et on ne comprend rien fondamentalement au mobile de l'invasion de l'Irak en 2003, si on ne perçoit pas à quel point un Dick Cheney, par exemple, avait au centre de ses préoccupations le tarissement de la première source de puissance des États-Unis, qui est sa production de pétrole. Et fast forward à aujourd'hui, la doctrine d'énergie dominance de Trump, elle est le pendant de ça, maintenant que, grâce au pétrole de schiste, les États-Unis semblent avoir reconquis leur source de puissance fondamentale. Merci Mathieu. Nous, on n'a toujours pas de pétrole dans cette histoire. Voilà, c'est ça que je voulais pointer. Pas près d'en avoir. Donc j'entends ce que vous dites en tout cas sur le fait qu'il n'y a pas de nécessité forcément d'arbitrer entre climat et défense si on a la bonne vision et si on a chaussé les bonnes lunettes. Mon général, monsieur le commissaire général, je me tourne vers vous. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des problématiques liées à cette apparente contradiction entre le métier des armes et la défense de l'environnement? Est-ce que c'est des éléments qui aujourd'hui apparaissent, notamment dans le cadre du recrutement des armées, qui est, on le sait, un sujet d'importance capitale aujourd'hui? Oui, merci. Alors, moi, je voudrais rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, mais complètement en cohérence avec la question, en disant que bien souvent, et peut-être que je l'ai déjà un petit peu introduit dans ma précédente intervention, les intérêts finalement militaires et écologiques, on va dire pris au sens large, sont convergents. C'est-à-dire que moins on va consommer d'énergie pour opérer, mieux on se portera dans l'efficacité de l'action militaire. Et ça a été dit tout à l'heure très bien sur le poids de la logistique. Moins on enverra de bombes et de missiles pour produire un effet militaire, mieux on se portera. Enfin, véritablement, les armées ont un intérêt premier à consommer le moins de ressources possible pour obtenir un effet sur l'adversaire ou l'ennemi. Donc ça, c'est un point, je pense, important à retenir. Alors, sur la question de la conscience écologique de notre jeunesse et de ce que ça peut emporter concernant le recrutement, c'est un point évidemment très, très important, puisque les armées recrutent 25 000 jeunes chaque année. Et recrutent des jeunes, hein, spécifiquement. On emploie des seniors, j'en suis un exemple, mais on va chercher des jeunes pour leur capacité, notamment physique, pour alimenter nos effectifs. Et on va recruter dans les classes d'âge disponibles telles qu'elles sont aujourd'hui. Et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, si la jeunesse d'aujourd'hui manifeste une préoccupation dans le domaine de l'environnement, mais évidemment, on doit le prendre en compte. Alors, comment appréhender le phénomène ?
D'abord en ne mentant pas aux gens qu'on recrute, c'est-à-dire en leur présentant exactement qu'est-ce que c'est que le métier militaire et qu'est-ce que c'est que l'action militaire, parce que je crois qu'il n'y aurait rien de plus délétère que de faire croire à quelqu'un qui s'engage pour autre chose que ce qu'on lui propose. Et puis répondre aux aspirations des gens ou à leurs interrogations en leur disant ce que l'on fait. Ce que j'ai dit en tout début de mon propos peut être une façon déjà d'expliquer en quoi l'environnement et l'intérêt militaire convergent, mais également en expliquant tout ce que les armées font sur leurs emprises, en expliquant que les armées ne sont pas hors sol, même s'ils ont des particularités en termes d'emploi. Elles sont soumises aux politiques publiques comme presque tout le monde, en disant que l'action militaire est quand même encadrée par le droit international, et en particulier la préservation de l'environnement est encadrée par le droit international. Le droit international humanitaire, le droit de la guerre, a pour objectif de protéger les populations, et l'environnement naturel dans lequel ces populations vivent fait partie de ce qui permet à ces populations de vivre ou de survivre. Et donc toute atteinte volontaire à l'environnement des populations est interdite et même qualifiée de crime de guerre par le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc vous ne pouvez pas comme ça délibérément dire très bien je vais brûler toute une région forestière ou détruire des cultures parce que je cherche à obtenir un effet sur la population. Voilà. Donc tout ça est encadré, et particulièrement dans les armées occidentales et les armées françaises, puisqu'il ne vous a pas échappé que certains acteurs militaires du moment savent parfaitement s'affranchir des règles du droit international. Donc je pense que les enjeux liés à l'environnement dans la jeunesse passent par l'explication, la pédagogie de ce que l'on est vraiment, ce que l'on fait et du sens que tout cela a. Merci, mon général. Je crois que Angélique, vous vouliez ajouter un mot sur la problématique peut-être recrutement et la question aussi que je voulais y ajouter. C'est finalement, est-ce qu'on a déjà des exemples de discours où des personnes, en tout cas, refuseraient de faire la guerre pour des raisons environnementales? Est-ce que c'est des discours qui ont déjà été produits dans certains pays à votre connaissance ou pas? Merci. Nicole, vous pouvez répondre non, je n'en sais rien. Merci pour la question. Je vais prendre le sujet de l'autre côté, d'un versant un peu plus sociologique, et ça nous amène aussi à une question dont on n'a pas encore parlé, qui est la gestion des crises environnementales, puisque c'est l'un des effets du changement climatique. Alors, il y a des effets sur les conflits, mais il y a aussi des effets très directs sur les sociétés, qui sont la croissance des événements environnementaux dits majeurs ou des catastrophes environnementales selon l'intensité de l'événement. Et dans la gestion de ces événements, ce qu'on envoie aussi au front environnemental, si je puis le dire ainsi, ce sont les armées. Que ce soit en France, par exemple, vous prenez l'opération Irma, je crois que c'est 2017, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'opération Irma, vous avez 3 ouragans qui frappent les îles de Saint-Barthélemy et Saint-Martin successifs, Irma, José Maria. La majeure partie des habitations des îles sont détruites. L'une des réactions de la France, c'est d'envoyer la Légion étrangère sur place. Vous prenez les incendies du Bush australien en 2019. L'Australie n'avait jamais autant mobilisé sa réserve que depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc, on parle des questions environnementales du point de vue des effets de l'environnement sur les conflits, mais il faut aussi les aborder, et notamment dans une démocratie, sur la question de savoir qui gère finalement les impacts des catastrophes environnementales. Est-ce que c'est l'armée? Pour l'instant, les États ont tendance à utiliser leurs armées en dernier recours sur ces gestions de catastrophes environnementales. Et les armées, notamment l'armée américaine, dans les années 2010, a fait savoir qu'elle ne pourrait pas être sur tous les fronts. C'est-à-dire que si on veut conserver une capacité de projection extérieure, tout en gérant des catastrophes environnementales sur le territoire national, du style incendie de Los Angeles, Katrina, ou des événements du style Covid,
eh bien, il y a un arbitrage à faire dans l'emploi des forces, la façon dont on les projette, la façon dont on anticipe, etc. Ça fait assez drôle, lorsqu'on est en conférence internationale, d'avoir un colonel lourd, un colonel plein de l'armée américaine qui vous met la main sur l'épaule et qui vous dit « on n'y arrivera pas tout seul ». L'armée américaine qui vous dit ça, c'est quand même qu'il y a un signal en termes d'intervention qui est assez important. Alors, qu'est-ce que ça fait sur le recrutement? On a fait, avec l'IRSEM, des sondages pendant le Covid sur la façon dont la population française percevait l'emploi des forces dans la gestion de la crise Covid. Et on a posé au passage un certain nombre de questions sur la façon dont les Françaises et les Français percevraient l'intervention des forces armées dans des catastrophes environnementales. Et la réponse nous avait étonnés à l'époque. On avait à peu près entre 90 et 95% de notre panel qui était favorable à la mobilisation des armées dans la gestion des catastrophes environnementales. Donc, ça ne répond pas complètement à ta question sur le recrutement, mais ça répond à une question un peu annexe qui est est-ce que les populations sont prêtes ou demandent à leurs armées d'intervenir dans la gestion des crises environnementales? Qu'est-ce que ça veut dire derrière en termes de dimensionnement pour les armées, en termes de choix de projection, en termes de choix d'affectation des forces, notamment dans un environnement qu'on a décrit tout à l'heure, qui est un environnement stratégique particulièrement complexe et où le conflit de haute intensité revient dans le spectre des possibles. Merci Angélique. Je voulais maintenant aussi essayer de renverser un petit peu la problématique en posant cette question un peu provocante. Je me tourne vers vous, Tom. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé de l'empreinte environnementale et carbone des armées, mais est-ce que parfois on ne doit pas envisager le rôle des armées sur un plan, on va dire, plus stratégique, où leur existence aussi permet la transition écologique dans certains régimes dits démocratiques et nous protège de certains compétiteurs qui pourraient vouloir nous imposer un modèle et qui, eux, bien souvent, n'ont que faire des conséquences écologiques de la guerre. Comme vous le disiez, le droit international existe, certains s'en affranchissent assez régulièrement. J'ai parfois souvent peur d'ailleurs que ce qui est pour moi une construction, on va dire des dividendes de la paix, qui s'est construit sur les dividendes de la paix, et beaucoup de mal à être appliqué correctement dans la période qui semble s'ouvrir devant nous. Tom. Hard question. If I look at the regreening of the military, which is a big topic now, I think we need to acknowledge that the military is one of the largest institutional players in any country contributing to pollution. And we are the biggest user of fossil fuels in any country. And military operations generate a lot of pollution. They destruct the environment. So we are on the bad side of that part. At the same time, I think we also need to acknowledge that military is needed, security is needed to achieve mitigation and adaptation efforts. There is no mitigation, no adaptation in any country if there is no security. So we are two sides of the same coin, and we need each other. And that connects us, also from the recruitment perspective. I think we need to find that narrative and further develop that narrative. I think militaries, when regreening the military, it's important to find that balance between operational effectiveness and the use of new green technologies. We won't want to affect operational effectiveness negatively. We have to be able to win and fight wherever needed. So regreening is not a goal as such, it's one of the goals. And we need to balance that, which means that we need to have a very pragmatic approach, looking at where can the new technologies, and innovation is going very, very rapidly, where can new technologies help us to become more self-sufficient, help us to reduce our footprint, but at the same time increase our operational effectiveness. And if you look at it from that perspective, you look at it from an opportunity perspective. And that's very important. I think the military can be a platform for innovation. And there are many, many new technologies where we can use also civil innovations to become more energy self-sufficient, to produce water on the spot, instead of having to transport in our logistical system millions of bottles of water to crisis areas, which is very, very expensive. We have an enormous logistical footprint.
And we have to move all that stuff over thousands and thousands of kilometers through dangerous areas. We have to protect that. So it's a risk factor, it's a very cost-driven factor, and it draws away a lot of our resources. So the more we can minimize that footprint, the more we can minimize our reliance upon those kind of resources, the more autonomous we can become, and the more teeth we will have in the future. So we have something at stake here, but we have to look at it from an opportunity side to further help us boost our operational effectiveness. And we're looking at the roles. I was also involved in Irma at the other side of the island of Saint-Martin, at the Dutch part of the island, and I've seen the destruction that was going on there. And I think there is only one institute in any country that can escalate to that level, that have that logistics in place, that capabilities in place to help in these kind of circumstances. The more and more severe weather events we will see, first responders, of course, they need to adapt to that as well. But if it really is a peak situation, they cannot do without the military. And I think we need to acknowledge that as well. So in the future, I expect that we will see maybe new divisions in labor, but the military will always be needed. If I look at the Netherlands, we have a wide array of arrangements where the military can provide support to civil authorities within hours. Within hours. And that's about 10 to 20% of our capacity is in that arrangement. And that same capacity can be used in missions abroad. So it's a kind of a rotational system. And so I think we also need to review how we organize our military forces. When we deploy, we always rotate. And you can use the units coming back from missions in also in having a second task in supporting civil authorities. And that's the change I think we can expect. Merci Tom, vous nous offrez la transition pour la dernière partie, parce que je vois qu'il nous reste assez peu de temps, donc nous allons faire peut-être un petit peu plus court sur ce dernier temps d'échange autour de ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire. Je crois que nous avons déjà abordé un petit peu ce que nous faisons pour concilier en tout cas ce dilemme écologie et sécurité. Peut-être je pourrais vous offrir un dernier tour de parole pour répondre à cette question. Que peut-on envisager de faire donc, pour concilier et résoudre ce dilemme? Peut-être Mathieu, autour des problématiques d'adaptation des équipements, des matériaux utilisés, de l'éco-conception, des sources d'énergie. Qu'est-ce qui vous semble le plus pertinent? Peut-être aussi, si c'est dans vos cordes, mais les autres pourront compléter. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter aussi comme évolution dans la BITD, dans la base industrielle et technologique de défense, qui est aussi un acteur central dans cette transition des armées? Merci. Ouais, je vais donner quelques thématiques et pas trop prendre de risques, parce que c'est justement quelque chose qu'on est en train de cadrer dans un projet qu'on cherche à développer au Shift. Mais disons que c'est des thématiques qu'on a déjà abordées. D'ailleurs, je suis ravi de voir à quel point on est d'accord pour moi sur les points clés ici autour de cette table. La sobriété est un facteur de résilience. Ça, je crois que c'est très clair. Et finalement, les militaires ont cette habitude de raisonner en mode dégradé. Les opérations dans un régime dégradé. Je crois que envisager la pérennité de nos sociétés et envisager l'exercice de la souveraineté, y compris dans son versant militaire, dans un environnement dégradé, c'est ça la stratégie du faible qui reste à inventer. Si je prends l'exemple des sources de carburant liquide issues de la photosynthèse, qui vont être peu ou prou l'objet d'un conflit d'usage, d'une compétition dans l'accès, je le disais tout à l'heure, par exemple, entre l'aviation civile et l'aviation militaire, on peut l'imaginer. On sait déjà, ça a été très bien documenté, notamment par les services de Matignon, le secrétariat général à la planification écologique, qu'il est fort douteux qu'on puisse avoir autant de biokérosène que la somme des intérêts particuliers exprimés au sein de l'économie française. Bon, du coup, il faut prioriser les usages, tout simplement. Et ça, prioriser les usages, ça doit être un débat au Parlement.
ça doit être une direction donnée par l'exécutif, et de se dire si je veux, pour décarboner et pour assurer ma souveraineté, avoir des usages moins dispendieux de l'énergie, si je sais que la source d'énergie alternative aux énergies fossiles, l'une d'elles, je parle du biokérosène, mais je pourrais parler de l'hydrogène, alors je dois mettre en œuvre une stratégie du faible, c'est-à-dire faire des choix de politique industrielle ciblés et exclusifs. Autrement dit, on ne pourra pas satisfaire les besoins de tout le monde. Et face à ça, mettre en place des logiques de politique de la demande, intégrant systématiquement cette notion de et vous l'avez très bien décrit, avec quelle source minimale d'énergie et de matière je peux remplir la fonction vitale de l'organe vital de la société, que ce soit les forces armées, que ce soit l'agriculture, que ce soit l'industrie, etc. C'est ce genre de raisonnement qu'il faut avoir, et c'est ça qu'on essaye de développer au Shift, en particulier du point de vue de l'exercice des forces armées. Merci Mathieu. En général, monsieur le commissaire général, la question que j'avais envie de vous poser, c'est finalement, est-ce que ces enjeux sont de nature à modifier sensiblement et significativement le modèle d'armée dans les années qui viennent, à la fois en termes de réduction d'empreintes, mais aussi potentiellement en termes de nouvelles missions ou fonctions? Comment est-ce que vous appréhendez ces évolutions? Alors, oui, évidemment, les armées vont être touchées par les évolutions qui sont déjà là et celles qui sont encore devant nous. Un des premiers points vient d'être cité, c'est les armées étant l'assurance vie de la nation, les armées devant être le dernier bastion de l'État qui fonctionne quand tout le reste s'est écroulé. Elles sont amenées depuis un peu toujours, du reste, et probablement encore plus demain, à intervenir pour faire face aux conséquences catastrophiques du dérèglement climatique. Vous avez certainement vu des images donc, du dernier cyclone qui est passé sur la Réunion. On voyait des légionnaires du 5e régiment étranger intervenir pour déblayer les routes. C'était exactement les mêmes qui, quelques semaines plus tôt, avaient vu 50% de leur casernement rasé par le cyclone qui était passé à Mayotte. Donc les armées sont sur ce front-là. Elles le sont aussi avec des unités spécialisées que sont les formations militaires de la sécurité civile, qui sont donc des sapeurs-sauveteurs sous statut militaire, pour emploi auprès du ministère de l'Intérieur, mais tout de même membres de l'armée de terre, recrutés par elle et sous statut militaire. Statut militaire qui confère d'ailleurs à ces sauveteurs un avantage extrêmement important quand il s'agit d'intervenir, parce que le statut militaire impose la mobilité et la disponibilité, et s'il faut faire travailler ces unités 2-3 semaines sans un seul jour de repos, c'est possible, elles sont faites pour ça. Et notre pays en a tellement bien pris conscience qu'il a créé récemment un 4e régiment d'intervention et d'instruction de la sécurité civile à Libourne pour compléter ses capacités. Donc il y a tout ce volet-là que je tenais à rappeler, parce que les armées ont toujours été en réalité sur le front des catastrophes climatiques. En termes d'adaptation, évidemment, alors on ne va pas revenir sur toute la question de l'adaptation technologique, mais si demain on inventait un moyen de faire rouler un char avec un moteur thermique alimenté par de l'énergie solaire, et que ça nous permettait d'éviter d'avoir le ravitailler tous les 500 km avec toute la logistique que ça emporte, les armées s'en porteraient évidemment mieux pour accomplir leur mission. Bon, donc, véritablement, je pense qu'il y a un intérêt convergent vers la sobriété entre les armées et puis tous ceux qui, à juste titre, défendent le climat. Il faut également qu'on pense à adapter nos modes d'intervention et d'opération, nos modes d'entraînement, pour acclimater nos soldats à des conditions qui sont de plus en plus difficiles devant nous. Je pense en particulier à la chaleur, qui va augmenter, on le sait, dans les années à venir, et singulièrement dans les zones à risque, avec tout ce que ça emporte sur les questions d'hydratation, de fourniture d'eau. Voilà, donc on a tous ces enjeux devant nous. Sur la question de savoir si profondément les choses vont évoluer, moi je vois, sans faire non plus d'anticipation de science-fiction, deux pistes qui sont déjà un peu devant nous.
La première, c'est que les effets militaires ne seront peut-être plus demain ce qu'ils étaient hier. Je m'explique. Ça a été abondamment commenté et nos chefs militaires le font savoir à qui veulent entendre. Les champs de conflictualité sont maintenant plus nombreux. Je pense en particulier aux champs cybernétiques ou aux champs informationnels. Il n'est pas exclu que demain, les guerres se mènent un peu plus dans ces champs-là et un peu moins à coups de canon et de fusils et de missiles. Et demain, il se pourrait très bien que des guerres se gagnent ou se perdent simplement dans l'espace cyber sans qu'on ait à tirer un seul coup de fusil. Donc ça, c'est la première évolution. Et la deuxième est peut-être, même si je ne suis pas scientifique, je ne peux pas penser qu'on n'arrivera pas à trouver quand même des solutions pour s'adapter à ce qui est devant nous. L'espèce humaine, je pense, est aussi nombreuse sur la planète aujourd'hui, avec tout ce que ça peut entraîner de conflictualité, parce qu'elle a été capable de s'adapter. Et donc je pense que d'une façon ou d'une autre, on arrivera à surmonter ces obstacles-là et à trouver des solutions pour continuer à vivre et le moins possible, je l'espère, à se battre dans le monde de demain. Voilà. Merci, mon général. Angélique, peut-être aussi un complément de votre côté sur ce qu'il faudrait mettre en place ou les priorités. Comment vous voyez ce modèle d'armée en 2050 ou avec quelle source d'énergie, quelle innovation centrale, quelle évolution de ces paramètres? Peut-être si je devais ajouter une chose à ce qui vient d'être dit, que je partage d'ailleurs, un mot sur la question du recyclage. On a bien évoqué la vulnérabilité européenne à ses sources d'approvisionnement. Qu'elles soient fossiles ou qu'elles soient renouvelables, l'Europe importe un certain nombre de matières premières qui sont utilisées à la fois pour construire des éoliennes, pour faire des chars et pour faire des ordinateurs. Et la grande question qui va se poser si la transition va au bout, et elle est en train de se déployer quand même en partie en Europe, on a les chiffres pour 2024, c'est la première année où la production d'énergie solaire en Europe, dans le mix électrique, a dépassé celle du charbon. Donc la bascule commence à arriver, même si on est d'accord, Mathieu, elle ne va pas assez vite. Donc cette question du recyclage et de la capacité à réutiliser ce qu'on a déjà importé, ce qui est déjà présent sur le territoire européen, ce que certains chercheurs appellent la mine urbaine, en partant du principe qu'il y a plus dans cette salle de concentration de matériaux précieux dans vos téléphones portables et vos ordinateurs que ce qu'on peut trouver aujourd'hui à l'état naturel, va être un sujet particulièrement important. Et là-dessus, ce n'est pas quelque chose qui s'invente du jour au lendemain. Il faut de la formation des ingénieurs, des travaux de recherche sur ces questions de recyclage que pour l'instant on ne maîtrise pas encore suffisamment bien pour atteindre à la fois cette autonomie stratégique et puis cette capacité aussi à être sobre dans ce qu'on produit et dans ce qu'on consomme. Merci. Et j'avais peut-être une dernière question avant de céder la place à la salle. Pour vous, Tom, sur l'évolution du modèle d'armée. Parfois aussi, on se pose la question, donc on a parlé de la fonction assistance aux populations, le HADR, comme on dit en bon français. Mais est-ce que vous imaginez ça peut-être aller plus loin et avoir une forme de police climatique à l'échelle globale? Je m'explique. Nous avons aujourd'hui en France, par exemple, l'action de l'État en mer, où la marine va lutter contre les pollutions, par exemple, qui sont le fait soit de dégazage de pétroliers ou autres. Est-ce que vous imaginez ce type d'intervention en lien avec des dégradations du climat ou, on va dire, des émissions liées à des modèles énergétiques qui ne seraient plus acceptés? Est-ce qu'à horizon quelques décennies, on peut imaginer que une pression soit davantage mise sur ces sujets par des moyens militaires? Question très facile aussi en 2 minutes. Well, I think, yeah, thanks. I will be short. I think if you really want to protect the seas environmentally, it needs to be embedded in laws. And we don't have those laws. So that makes the legal framework a bit fragile. What we do see is that there is an increasing importance of protecting our supply lines.
also for all kinds of natural resources. And that importance will drive more security also on sea, but that's more from a national interest perspective. What I also see, and I think we need to acknowledge that climate change is an important issue, but it's not a separate threat. It's not a new threat that it's not something that we can put in a separate box. It's something that's very integrated in all the security challenges we are already facing. It's just aggravating those security challenges. And the second effect of climate change is that it changes our strategic security environment. I mentioned the Arctic. It's a very, very big change because of a changing climate. And I see the same in other areas in the world. In South Asia, countries depend upon water from the Himalaya mountains. 1.5 million of the world population lives there. It's a factory of the world. And China controls that flow of water. Water and dependency on water is also being instrumentalized in a security environment. And that's also something we need to adapt to, which means that for the future, I don't see a separate climate force within the military, but I do see the need to mainstream climate change into all the assessments that we make, into our intelligence, into our operational and strategic planning, and it will also drive our tactical level, because we have to be able to operate in all these environments, and they will limit the possibilities that we have. So yes, it will change us, and we need to adapt, and the quicker we are in adaptive, the more effective we will be in the future. Merci, mon général.